Madame, Monsieur, bonsoir. C'est l'heure de la première édition d'information de la soirée sur Oula. Voici le sommaire. La première partie du projet de loi de finances de l'année 2026, adopté à la majorité par la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants. 350 amendements ont été présentés au cours de cette séance. La Chambre des représentants tiendra d'ailleurs demain et après-demain 3 séances plénières consacrées à l'examen et au vote du projet. La récolte des oliviers s'annonce exceptionnelle cette année. La production pourrait passer de 35 à 75%, promettant des prix plus stables. Nous suivrons l'exemple dans la commune de Driouch où l'heure est à la cueillette. La production de l'or vert cette année est aussi abondante que variée. Design with Soul, une exposition qui donne à voir les créations contemporaines de designers du Maroc, d'Italie et d'ailleurs. Une démarche curatoriale en faveur d'un design qui tisse des ponts sensibles et conceptuels. C'est à Casablanca à découvrir en fin de journal. La première partie du projet de loi de finances de l'année 2026 adopté à la majorité par la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants. Au total, 350 amendements ont été présentés au cours de cette séance, dont 325 émanant de l'opposition, 23 de la majorité et 2 amendements introduits par l'exécutif. Les amendements présentés ont principalement porté sur les dispositions douanières et fiscales. À rappeler que la ministre de l'économie et des finances Nadia Ftah avait souligné lors de la discussion générale du PLF devant la dite commission que le contexte général d'élaboration de ce projet de loi reflète une nouvelle phase de la dynamique économique nationale marquée par le passage d'une logique de résilience post-crise à celle d'une croissance durable et de la diversification des ressources de richesse dans le cadre d'une économie marocaine performante et tournée vers l'avenir. La Chambre des représentants tiendra d'ailleurs demain et après-demain 3 séances plénières consacrées à l'examen et au vote du projet de loi de finances 2026. La pluie est de retour, des averses orageuses par endroits accompagnées de rafales de vent sous orage. 25 à 50 mm sont attendus d'ailleurs ce soir à partir de 21h et ce jusqu'à 21h dans les provinces de Taroudant, Agadir, Iddaoutanen, donc El Haouz, Chichaoua et Essaouira. À noter également que depuis 15h cet après-midi, de fortes rafales de vent de 70 à 90 km/h sont enregistrées dans plusieurs provinces du royaume. Le phénomène se poursuivra jusqu'à 23h ce soir. Sont concernées les provinces de Boulmen, Gersif, Taourir, Jarada, Figuig, Oujdan-Ged, Berkane, Nadour, Midel Tesfro, annonce la Direction générale de la météorologie dans un bulletin de vigilance de niveau orange. Et puis des rafales de vent de 70 à 85 km/h sont prévues demain de 6h à 23h dans les provinces de Rhamna, El Jadida, Safi, Sidi Ben Nour, Youssoufia, Chichaoua, Essaouira, Mohamedia, Marrakech, Casablanca, Mediouna, Nouassar, Rabat, Salis, Khairat, Temara, Berchid, Stat, Khribga et Khmisset. Et c'est l'heure de la récolte de l'olivier. Pour cela, direction Driouch. C'est dans la province, bien sûr, de Nador, où la production est abondante et de qualité cette année. Et ce n'est pas sans impact sur les prix qui ont presque baissé de moitié. Reportage, Iman Ablou, Wassim Amsoud. Une production abondante et de qualité. La filière oléicole reprend un nouveau souffle. Une tendance haussière confirmée ici dans la province de Driouch, une des provinces qui enregistre des records à l'échelle nationale et réputée pour la qualité de son huile d'olive. Dans cette unité de trituration, la machine tourne à plein régime. Cette année, la production est nettement meilleure par rapport à la campagne précédente. Les prix sont à la baisse, ils varient entre 60 à 70 dirhams le litre. Tous les indicateurs laissent présager une campagne fructueuse. La production devrait dépasser celle de l'année dernière en quantité et en qualité, même si certaines zones continuent de faire face à des difficultés d'irrigation ponctuelles. La résilience des oliviers et leur capacité à tirer profit des pluies récentes justifient les prévisions optimistes.
Malgré la rareté des pluies, l'oléiculture enregistre de bonnes performances, grâce notamment au phénomène d'alternance qui caractérise cette filière. Cette année, la production devra atteindre 35 000 tonnes, soit 50 à 70% de plus que l'année dernière, durant laquelle la production n'a guère dépassé 20 000 tonnes. Sur une superficie de plus d'1 million d'hectares, l'oléiculture est l'une des plus emblématiques du royaume. La filière représente 65% de la superficie arboricole nationale, un poids considérable. Le pays est désormais le 4e producteur mondial d'olives et le 3e exportateur d'huile d'olive. Et sur le plan économique, le secteur pèse 7 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, soit environ 5% du PIB agricole. Elle s'installe dans les laboratoires, les blocs opératoires et jusqu'au cabinet des médecins. L'intelligence artificielle révolutionne la pratique des blouses blanches. Derrière ce progrès fulgurant se cachent des zones grises, notamment liées à l'éthique et la bioéthique, dans un devoir de prudence. L'Académie du Royaume du Maroc, de concert avec l'Académie de médecine de France, ouvre le débat le temps d'une journée. Éthique et bioéthique entre science et conscience, la frontière est plutôt fine. Nissil Hamdaoui. À l'heure où les outils d'intelligence artificielle s'installent de plus en plus dans la pratique médicale, des questionnements éthiques sont soulevés. Si l'IA offre une belle promesse d'amélioration du diagnostic et de la personnalisation des soins, elle risque de déshumaniser la médecine et aller même jusqu'à diluer la responsabilité en cas d'erreur médicale. Ouvrir un débat sur ces thématiques est une nécessité vitale pour l'Académie du Royaume du Maroc et l'Académie de médecine de France. Voilà pourquoi cette journée scientifique Maroc-France est placée sous le signe éthique et bioéthique entre science et conscience. Ce colloque naît de la rapidité avec laquelle se développe l'innovation technologique et qui nécessite une discussion, une réflexion large et approfondie entre les sciences médicales et les sciences de la santé, bien entendu, mais également une réflexion avec les sciences humaines et sociales et bien entendu une réflexion philosophique. Et le but est de pouvoir garantir aux professionnels de la santé une formation technique de qualité, évidemment, mais aussi une formation humaine capable de garantir la dignité des patients. Outre la formation, des réglementations sont plus que jamais indispensables pour assurer une utilisation responsable de l'intelligence artificielle, tout en encourageant l'innovation. Cette séance aujourd'hui consacrée à l'éthique médicale, sujet qui a été privilégié par nos collègues marocains, étant donné l'importance qu'a rappelé le secrétaire perpétuel de l'éthique dans le monde médical actuel. Cette éthique qui, avec l'apparition de l'intelligence artificielle, va poser de nouveaux défis et il est utile que des académies, des académiciens se réunissent pour parler ensemble et réfléchir à cette évolution fondamentale pour la médecine et nos patients futurs. On a des interactions depuis plusieurs années avec le Maroc et je dirais même que le Maroc est un des pays qu'on privilégie dans ces interactions, ne serait-ce qu'en raison de la francophonie qui sous-tendent ces réunions qu'on a. On a des webinaires fréquents communs sur différents thèmes de médecine où interviennent et des scientifiques marocains et des médecins français. La pratique médicale, elle n'a pas de sens si elle n'est pas sous-tendue par une réflexion éthique, et c'est le but de cette journée. Certes, les apports de l'IA sont nombreux et prometteurs dans la médecine, notamment dans l'aide technique ou la facilitation de la recherche, mais encore faut-il bien apprendre à utiliser ces outils technologiques et à faire très attention au pouvoir qu'on leur donne. Rabat accueille la 40e réunion du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et d'experts pour l'Afrique du Nord. Rencontre tenue sous le thème « Renforcement de la mobilisation des ressources intérieures par l'innovation et la technologie en Afrique du Nord ».
prennent part à l'événement les pays membres, des institutions et organisations nationales et internationales de développement, des chercheurs et experts du secteur privé et de la société civile. Écoutons à ce sujet Dafer Saïden, professeur de finance et expert international. La question de la digitalisation est une question, à vrai dire, et ça va peut-être surprendre, alliée aussi à un autre challenge, un autre enjeu très important auquel nos pays font face, c'est le changement climatique. Le changement climatique, parce que le changement climatique exige également un effort très important en matière de digitalisation. Et la question de la digitalisation, bien entendu, on connaît très bien l'écosystème du numérique, à savoir aujourd'hui les clouds, les médias, les social media, la digitalisation, l'intelligence artificielle. Eh bien, c'est un instrument, ça constitue un instrument très très utile pour la traçabilité des fonds et pour aussi intégrer ce qui est en dehors du jeu économique aujourd'hui, qui n'est pas capté par nos économies, à savoir l'informel. De Rabat, nous allons au Brésil où se tiennent les travaux de la COP30. Une nouvelle phase de négociation climatique est entamée. Elle est jugée décisive pour l'avenir de la planète. 79 pays sur les 197 États signataires de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques ont soumis leurs nouvelles contributions. Les négociations porteront principalement sur la révision des contributions au niveau national, les engagements nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur le financement climatique et les mécanismes d'appui aux pays en développement dans leur transition énergétique. Et puis les chefs de la diplomatie du G7 se retrouvent au Canada avec l'Ukraine en tête de leur agenda pour leur second rendez-vous de l'année. Le sujet du financement des besoins de l'Ukraine au cours des prochaines années en utilisant les avoirs russes gelés est au centre de la réunion. La question des opérations anti-drogue et de la guerre au Soudan sera aussi à l'ordre du jour. Pour cette seconde rencontre de l'année, les représentants de l'Ukraine, de l'Afrique du Sud, de l'Australie, du Brésil, de l'Inde, du Mexique, de la Corée du Sud et de l'Arabie Saoudite ont été invités. À présent, cette convention de partenariat signée ce matin à Rabat entre la Fondation nationale des musées, la Fédération royale marocaine des jeux électroniques et la Ligue régionale Rabat-Salé Kenitra des jeux électroniques. La convention marque une étape clé dans la transition numérique, créant un pont entre patrimoine culturel et technologie moderne, avec l'objectif de favoriser l'accès à ces espaces à un public plus large, notamment les jeunes. Adnel Herres, Jihad Libri et Marim Messi. Le gaming fait son entrée dans nos musées. Exit la visite classique. Désormais, les œuvres d'art seront contemplées, plutôt en mode immersif. Une expérience interactive et ludique que promet ce partenariat inédit. Notre but, c'est d'essayer d'intéresser la jeunesse pour venir dans les musées, pour prendre le chemin des musées. Ce qu'on a signé aujourd'hui est réellement une possibilité de donner aux jeunes un autre intérêt, de les tirer vers nous, vers les musées. Et ces jeunes, c'est la génération future. C'est elle qu'il faut qu'elle s'approprie son patrimoine. Éduquer le jeune public sur le patrimoine, voilà à quoi aspire la Fondation nationale des musées. Une façon innovante de connecter les jeunes générations à la culture à travers un langage qu'ils connaissent parfaitement, le jeu vidéo. Avec le président de la Fondation, donc on a trouvé judicieux justement qu'il y a un rapprochement de nos jeunes qui pratiquent cette discipline, le e-sport, sachant que le e-sport, il y a énormément d'art, du son, de l'image, de la créativité, du design, il y a tout dans notre discipline, c'est pour ça. Donc il était judicieux et même, je dirais, logique qu'il y ait ce rapprochement entre notre fédération et cette fondation pour que nos jeunes qui pratiquent le e-sport puissent accéder et puissent participer justement au musée et pourquoi pas peut-être un jour y exposer. Pour la Fédération royale marocaine des jeux électroniques, le projet va plus loin.
Montrer le potentiel artistique du gaming, un secteur en pleine expansion que le Maroc souhaite hisser au rang des nouvelles disciplines olympiques. J'ai été désigné par la Ligue régionale Rabat Salé Kenitra des jeux électroniques pour développer une série de jeux. Avec mes 3 collaborateurs, nous proposons un jeu d'énigmes qui engage le visiteur dans une exposition ludique des différents espaces des musées que nous avons entièrement modélisés. L'idée est de transformer l'expérience de visite en quête motivante jusqu'à accéder à la salle mystère. Casser les codes. Des espaces équipés de consoles, d'ordinateurs et de bornes de jeux verront bientôt le jour dans l'enceinte des 24 musées du royaume. Chaque salle y sera repensée en terrain d'aventure où l'art dialogue avec le numérique. Et maintenant, cap sur Casablanca, où à la rencontre plutôt du monde du design ou l'artisanat marocain. Ces sculpteurs, ces céramistes et ces architectes sculptent la matière aux côtés de grands designers italiens afin de concevoir des espaces inédits où chaque détail découle d'une expérience commune, offrir un espace-temps contemporain. Mohamed Chikir, Saad Kamili, le récit est signé Maria Aoued. Dans cet espace éphémère, aux allures d'hallucination visuelle, la texture respire, la lumière s'étire et les surfaces se font miroir. Car ici, le détail devient rituel. Une jointure, une courbe, un angle, autant de respirations qui prolongent la gestation de l'idée, comme si au final, chaque œuvre présentée reflétait une identité multiple, une interprétation, mais aussi l'âme de son créateur. C'est un concept que j'ai lancé il y a maintenant bientôt 3 ans. Qui a vocation à rassembler à la fois des designers, des artistes marocains et internationaux. Nous représentons un grand nombre de marques de mobilier également. Et aujourd'hui, en fait, la scénographie, et puis c'est vraiment le concept a vocation à présenter assez régulièrement des moments d'inspiration. Et dans ce théâtre d'ombre et de lumière, de formes oblongues et vaporeuses, le design se fait poésie silencieuse, comme le serait une mise en scène savamment structurée, et où se rencontrent 2 univers complémentaires, l'excellence marocaine et l'élégance intemporelle italienne. Alors, l'univers de ce soir, c'est que nous, on a fait une collaboration avec Madame Yassine Benani, qui elle représente aussi des artistes. Donc on s'est mis d'accord en collaborant de présenter des artistes et marocains, de montrer un peu ce que nos Marocains sont capables de faire, tout en apportant des matières qui viennent un peu de l'étranger et montrer aux gens, les nouveautés sur le Maroc. Et comme une alchimiste de la matière, Linda Oubi maîtrise l'imprévisible, car chaque éclat, chaque craquelure porte en elle l'empreinte d'une intention, celle de créer l'équilibre parfait. Du travail manuel jaillit la poésie du savoir-faire. Je crée des œuvres en grès, émaillé. Donc la spécificité de mon travail, c'est que je travaille au colombin, qui est une technique très ancienne, ancestrale pour monter la céramique, pour monter la terre. Et puis par ailleurs, je fabrique moi-même mes émaux qui sont en fait ce qui recouvre la terre et qui donne la texture et la couleur. Au cœur de cet écrin, le design se mue en langage commun. Et de cette union entre ces nobles matériaux, raconteurs d'histoire, naît un espace habité, à la fois ancré dans la terre et dans l'infini. Nous refermons l'édition par une page sport du football avec les dernières séances d'entraînement des Lions de l'Atlas qui doivent affronter en amical l'équipe du Mozambique et de l'Ouganda respectivement les vendredis et mardis prochains au Grand Stade de Tanger, c'est à 20h, et ce dans le cadre de leurs préparatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. À rappeler le retour du défenseur Romain Saïs ainsi que des attaquants Soufiane Rahimi et Sofiane Diop, la première convocation du joueur du PSV Eindhoven, Anas Salahdine,
et l'absence d'Achraf Hakimi blessé. Lors de la CAN, le Maroc évoluera, rappelons-le, dans le groupe A, donc aux côtés des Comores, du Mali et de la Zambie. Voilà, c'est avec la page sport que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. À demain, 18h30.